Comment 12 000 fantassins lourdement armés ont-ils percé le centre d'une armée perse de 70 000 hommes? Comment ont-ils ainsi changé le cours d'une guerre entière? Comment une civilisation au bord de l'anéantissement complet a-t-elle infligé un coup si dévastateur au plus puissant empire que le monde ait jamais connu? Ce coup l'empêcherait de menacer à nouveau le sol grec. L'année est 479 avant Jésus-Christ. Les cités-États grecs ont passé une décennie à voir l'empire perse dévorer les royaumes. C'était comme un feu de brousse consumant l'herbe sèche. Elles ont vu des peuples entiers réduits en esclavage. De magnifiques cités ont été réduites en cendres. Des armées qui semblaient invincibles ont été brisées contre les boucliers perses. Les Grecs avaient déjà perdu des milliers de leurs meilleurs guerriers. Ils ont vu Athènes brûler une fois, puis une seconde fois. Désormais, ils affrontaient une force ennemie si massive que leurs éclaireurs peinaient à compter les feux de camp. Ces feux s'étendaient sur toute la plaine de Béotie. Mais les Spartiates et leurs alliés grecs possédaient quelque chose que les Perses ne comprenaient pas. C'était quelque chose forgé au cours d'années d'entraînement brutal et de guerres désespérées. C'était une innovation tactique si dévastatrice qu'elle résonnerait dans l'histoire militaire pendant les 2500 années suivantes. Les commandants perses ne savaient pas que leur décision de se tenir et de combattre à Platéa deviendrait l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé à Platéa, il faut saisir à quel point l'empire perse était terrifiant en 479 avant Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas d'une simple puissance régionale. C'était la superpuissance qui avait tout conquis. Ces conquêtes s'étendaient des frontières de l'Inde aux côtes de la Libye. Elles allaient des steppes d'Asie centrale aux portes de l'Europe. Le grand roi Xerxès Ier commandait des ressources. Elle faisait paraître toutes les cités-États grecs réunies comme un marché de village. Son prédécesseur, Darius Ier, avait soumis les puissants Babyloniens. Il avait écrasé les dynasties égyptiennes. Il avait maîtrisé les redoutables cavaliers scythes. Lorsque la Perse se déplaçait, les royaumes tombaient. Les archives historiques nous apprennent que Xerxès a envahi la Grèce en 480 avant Jésus-Christ. Il a amené entre 200 000 et 300 000 soldats. L'historien antique Hérodote a cependant affirmé des chiffres bien plus élevés. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'aucune force grecque n'avait jamais affronté quelque chose de comparable. La machine militaire perse était une chose de cauchemar. Les Immortels étaient une force d'élite de 10 000 soldats. Ils étaient immédiatement remplacés si l'un d'eux tombait. Cela garantissait que leurs effectifs ne diminuaient jamais. Les unités de cavalerie de Médie et de Bactriane pouvaient chevaucher et tirer avec une précision dévastatrice. Des peuples assujettis issus de dizaines de nations conquises apportaient chacun leur propre spécialité mortelle sur le champ de bataille. L'impact psychologique à lui seul était écrasant. Considérez ce que les Perses avaient déjà accompli. En 546 avant Jésus-Christ, ils avaient anéanti le riche royaume de Lydie. Ils avaient capturé le roi Crésus malgré ses richesses légendaires et ses puissantes alliances. Ils ont pris d'assaut Milet en 494 avant Jésus-Christ. C'était l'une des plus grandes cités grecques d'Asie mineure. Ils ont tué les hommes, réduit les femmes et les enfants en esclavage. La ville a été brûlée si complètement qu'il a fallu des générations pour la reconstruire. Lorsque Darius a envahi la Scythie en 513 avant Jésus-Christ, il a amené 700 000 hommes selon certains récits. Il a mené campagne si loin au nord que ses ennemis ont préféré se retirer dans les déserts gelés plutôt que de l'affronter. L'armée perse ne se contentait pas de vaincre ses ennemis, elle les effaçait de la carte. L'avantage tactique perse était écrasant. Leurs archers pouvaient obscurcir le ciel de flèches. Ils tiraient en volées coordonnées. Celles-ci pouvaient briser les formations d'infanterie avant même qu'elles n'atteignent la distance de combat. Leur cavalerie était la meilleure du monde. Elle était capable de flanquer et d'encercler l'infanterie lourde, plus lente. Ils avaient des ingénieurs de siège.
Ceux-ci pouvaient réduire en ruine de puissants murs de forteresse. Leurs trains de ravitaillement pouvaient soutenir des armées sur le terrain pendant des mois. Ils possédaient également une tradition navale qui contrôlait la Méditerranée orientale. Plus important encore, ils avaient quelque chose qui manquait cruellement aux Grecs. C'était l'unité de commandement. Tandis que les cités-d'États grecs se querellaient et se faisaient concurrence, l'Empire perse parlait d'une seule voix. Il agissait avec un seul but. Maintenant, comparons ce mastodonte perse avec la situation grecque en 479 avant Jésus-Christ. Les Grecs étaient une collection fragmentée de cités-États. Elles passaient plus de temps à se combattre qu'à coopérer. Sparte et Athènes étaient rivales depuis des générations. De nombreuses cités grecques s'étaient déjà rendues à Xerxès. Elles avaient choisi la survie plutôt que la résistance. Les Thébains, qui contrôlaient la région même où se déroulerait la bataille de Platéa, s'étaient en fait rangés du côté des Perses. Ils collaboraient activement à l'invasion. Les Grecs n'avaient pas de trésor unifié. Ils n'avaient pas d'armée combinée permanente. Ils n'avaient pas de stratégie coordonnée au-delà d'un accord désespéré pour résister aux envahisseurs. Leur population totale, toutes cités-États confondues, était d'environ 3 millions de personnes. Ceci est à comparer aux 50 millions de sujets estimés de l'Empire perse. En termes de ressources, d'entraînement et de coordination, les Grecs étaient désespérément dépassés. Du moins, c'est ce qu'il semblait. La série d'événements qui ont mené à Platéa a commencé par une catastrophe. En août 480 avant Jésus-Christ, la marine perse avait brisé la position défensive grecque à Artémision. Cela s'est produit après 3 jours de combats brutaux. Le roi Léonidas et ses fameux 300 Spartiates, ainsi qu'environ 7000 autres guerriers bien grecs, étaient morts en tenant le col des Thermopyles. Ils avaient ainsi gagné du temps pour l'évacuation d'Athènes. Cependant, ils n'avaient finalement pas réussi à arrêter l'avance perse. Xerxès était entré dans Athènes en septembre 480 avant Jésus-Christ. Il avait incendié la ville. Les temples de l'Acropole, certains des sites les plus sacrés du monde grec, étaient réduits en ruines fumantes. Des dizaines de milliers d'Athéniens avaient fui vers l'île de Salamine. Ils regardaient impuissants leur ville détruite. L'armée perse semblait imparable. De nombreux Grecs s'attendaient à une conquête totale en quelques mois. Mais un renversement stupéfiant a alors tout changé. Fin septembre 480 avant Jésus-Christ, la flotte grecque a attiré la marine perse dans les détroits étroites de Salamine. Elle l'a détruite en une seule journée de combat. Le génie naval Thémistocle avait tout risqué dans cette bataille. Son pari a payé de manière spectaculaire. Les navires perses, incapables de manœuvrer dans les eaux confinées, ont été éperonnés et coulés par les trirèmes grecs plus agiles. Xerxès lui-même a observé depuis un trône doré sur le rivage la destruction de sa flotte. Il a perdu peut-être 200 navires et 40 000 hommes en quelques heures. L'impact psychologique était immense. Soudain, les Perses n'étaient plus invincibles. Xerxès, inquiet pour ses lignes de ravitaillement et l'approche de l'hiver, a retiré la majeure partie de son armée vers l'Asie. Il a laissé derrière lui une force massive sous le commandement de son général le plus fiable. Cette force devait achever la conquête au printemps. Le nom de ce général était Mardonius. Il se révélerait à la fois brillant et finalement voué à l'échec. Mardonius n'était pas un commandant ordinaire. Né dans la noblesse perse, il avait épousé la sœur de Xerxès. Il avait gravi les échelons grâce à ses relations politiques et à son véritable talent militaire. Il avait servi comme satrape de Lydie. Il avait mené des campagnes réussies en Thrace et en Macédoine. Hérodote le décrit comme ambitieux, agressif et absolument confiant dans la supériorité perse. Mardonius avait conseillé à Xerxès d'envahir la Grèce en premier lieu. On lui avait maintenant confié la responsabilité d'achever cette conquête. La force qu'il commandait pendant l'hiver de 480 à 479 avant Jésus-Christ était toujours formidable.
Elle était estimée entre 70 000 et 120 000 hommes. Elle incluait les immortels d'élite, la cavalerie perse d'élite et des contingents de tout l'Empire. Mardonius a établi sa base à Thèbes. Ses dirigeants s'étaient rangés du côté de la Perse. Ils lui fournissaient des connaissances locales et des ravitaillements. De là, il a lancé une campagne calculée de guerre psychologique. Il a envoyé des émissaires à Athènes pour offrir la paix. Les Perses reconstruiraient la cité. Ils accorderaient l'autonomie à Athènes. Ils en feraient des alliés honorés de l'Empire. Tout ce qu'Athènes devait faire était d'abandonner Sparte et les autres résistants grecs. C'était une offre tentante. Athènes était en ruine. Sa population était dispersée. Son économie était détruite. Mais les Athéniens, à leur crédit éternel, ont rejeté Mardonius catégoriquement. Selon Hérodote, un conseiller athénien qui avait suggéré d'examiner l'offre perse fut lapidé à mort. Toute sa famille le fut aussi. Ce fut une démonstration brutale de la détermination grecque. Le temps de la négociation était révolu. Ce serait un combat d'à mort. Les Grecs ont passé l'hiver et le début du printemps 479 avant Jésus-Christ à se préparer. Ils savaient donc une confrontation décisive les attendait. Les Spartiates, reconnaissant que c'était une question de survie, ont fait quelque chose d'inédit. Ils ont mobilisé toute leur armée citoyenne. Le roi Pausanias, neveu de Léonidas tombé au combat, a pris le commandement. Il commandait non seulement le contingent spartiate, mais aussi toute la force grecque alliée. Pausanias était jeune, seulement dans la vingtaine. Cependant, il venait de la dynastie royale Aggiadée de Sparte. Il avait été entraîné dès l'enfance à l'art de la guerre. Il était méthodique, prudent et profondément conscient de ce que la défaite signifierait. Ses sources anciennes le décrivent comme têtu comme calculateur et patient. Il était prêt à attendre le moment parfait plutôt que de se précipiter au combat. Ses traits se révéleraient incruciaux. Aux côtés de Pausanias se tenait Aristide le Juste. C'était le commandant athénien qui avait été exilé d'Athènes. Il était revenu comme l'un de ses sauveurs. Aristide avait une réputation d'incorruptibilité et de brillance tactique. Il commandait les 8000 hoplites athéniens. Ceux-ci représentaient tout ce qui restait de la puissance militaire d'Athènes. Les Grecs avaient également appris de leur précédente rencontre avec les Perses. Ils avaient vu à Marathon en 490 avant Jésus-Christ que l'infanterie lourde grecque pouvait vaincre les forces perses en combat rapproché. Ils avaient appris aux Thermopyles que choisir le bon terrain défensif pouvait neutraliser la supériorité numérique. Ils avaient découvert à Salamine que les forces perses, lorsqu'elles étaient à l'étroit et incapables d'utiliser leur mobilité, pouvaient être détruites. Toutes ces leçons entreraient en jeu à Platéa. En juin 479 avant Jésus-Christ, l'Alliance grecque avait rassemblé une armée sans précédent. Les chiffres exacts sont débattus. Cependant, les sources antiques les plus fiables estiment l'infanterie lourde grecque à environ 38 700 hoplites. Les Spartiates ont fourni 10 000 citoyens à part entière. Ils ont également apporté 5 000 périèques, leurs voisins libres mais non citoyens. Athènes a envoyé 8 000 hommes. Corinthe a contribué 5 000. Des dizaines de cités-États plus petites ont envoyé des contingents allant de 600 à 3 000 guerriers chacune. Il est important de noter que les Grecs ont également amené environ 35 000 troupes légères. Il s'agissait d'ilotes, d'esclaves et de serviteurs. Ils joueraient dans des rôles de soutien cruciaux. C'était une véritable force panhellénique. C'était la plus grande armée grecque unifiée jamais assemblée jusque-là. Ils ont marché vers le nord depuis l'isthme de Corinthe, en direction de la Béotie. Ils se dirigeaient directement vers le bastion perse de Thèbes. Mardonius, recevant des rapports de l'avance grecque, a pris une décision stratégique. Plutôt que d'attendre d'être assiégé à Thèbes, il forcerait une bataille sur un terrain de son choix. Il a retiré son armée sur la rive nord de la rivière Asopus. C'était près de la petite ville de Plataea. Il a commencé à construire un camp fortifié.
L'emplacement était brillant d'un point de vue perse. Les plaines ouvertes permettaient à sa cavalerie de manœuvrer librement. La rivière fournissait une barrière défensive. Ses lignes de ravitaillement vers Thèbes restaient en sécurisées. Mardonius était confiant. Il commandait au moins 70 000 hommes en armes, et peut-être beaucoup plus. Cela incluait la meilleure cavalerie du monde antique. Il avait déjà vu des armées grecques. Il croyait que leur célèbre discipline s'effondrerait devant les flèches perses et les charges de cavalerie. Il avait, comme il s'est avéré, catastrophiquement tort. Les deux armées se firent face de l'autre côté du fleuve Asopus pendant 8 jours. Ce fut une confrontation angoissante. Les Grecs prirent pillant des positions sur les contreforts du mont Cithéron. Ils se trouvaient sur le côté sud du fleuve. Ils établirent une ligne défensive pour protéger leurs flancs. Cette ligne empêchait la cavalerie perse de les encercler. Pendant cette période, Mardonius lança des raids de cavalerie constants. Il visait les positions grecques. Il ne s'agissait pas de simple harcèlement. C'étaient des attaques coordonnées. Elles étaient conçues pour briser le moral grec. Elles devaient aussi perturber leur ligne d'approvisionnement. Les cavaliers perses s'avançaient en vagues. Ils tiraient sur des flèches à cheval avant de faire demi-tour. Cette tactique était appelée le tir partais. Elle pouvait dévaster l'infanterie incapable de combattre au corps à corps. Lors d'un engagement particulièrement féroce, un commandant de cavalerie perse mena une charge. Il s'appelait Masistius. Cette charge visait directement le contingent mégarien. Les Grecs tinrent tête bon dans leur formation serrée. Ils réussirent à tuer son cheval. Lorsque Masistius tomba au sol, les hoplites grecs l'encerclèrent. Ils le battirent à mort malgré son armure d'élite. Les Perses étaient ainsi désespérés de récupérer son corps. Ils lancèrent des charges répétées. Cependant, les Grecs tinrent tête bon. Lorsque Pausanias exposa le corps de Masistius à toute l'armée grecque, ce fut un énorme stimulant moral. Ils avaient sans tuer l'un des commandants d'élite de la Perse. Mais les Perses étaient loin d'être vaincus. Leurs raids de cavalerie coupèrent la ligne d'approvisionnement grecque. Cela se fit le long de la source Gargaphia. C'était la source des Sèmes. D'eau cruciale, elle maintenait 70 000 soldats grecs hydratés. Sans eau et avec des provisions qui diminuaient, Pausanias prit une décision risquée. Les Grecs se retireraient pendant la nuit. Ils iraient vers une nouvelle position plus proche de Platée. Là, l'eau serait disponible. Ce retrait nocturne du 26 août 479 avant Jésus-Christ faillit s'avérer désastreux. Les mouvements nocturnes avec des dizaines de milliers de soldats sont très difficiles. Ce sont des manœuvres militaires complexes à exécuter. Le retrait grec tourna au chaos. Différents contingents se séparèrent dans l'obscurité. Le centre de la ligne grecque était composé de milices de cités-États. Il se retira trop loin. Il se retrouva près de Platée même. C'était à plus d'1,6 km de leur position prévue. Les Athéniens, sur la gauche, se déplacèrent vers leur position assignée. Cependant, ils se retrouvèrent isolés. Le contingent spartiate de l'aile droite fut le plus critique. Il fut retardé quand l'un de ses commandants refusa de battre en retraite. Cet homme s'appelait Amompharetus. Il déclara que les Spartiates ne fuyaient jamais l'ennemi. Pausanias passa de précieuses heures à tenter de le convaincre. Il affirma que c'était un repositionnement tactique. Ce n'était pas une retraite. Finalement, il ordonna aux Spartiates d'avancer. L'unité d'Amompharetus resta temporairement en arrière. À l'aube du 27 août 479 avant Jésus-Christ, Mardonius n'en crut pas sa bonne fortune. L'armée grecque, qui avait gardé une formation disciplinée pendant 8 jours, était maintenant dispersée. Elle se trouvait en groupes déconnectés à travers la plaine. Les Spartiates, l'infanterie la plus crainte de Grèce, étaient isolés sur la droite. Ils contiennent peut-être 12 000 hoplites au total. Cela incluait les Périèques et les alliés de Thégée.
C'était le moment que Mardonius attendait. Il ordonna immédiatement un assaut général. Le centre de l'infanterie perse avança directement contre les Spartiates. Sa cavalerie harcelait leurs flancs. Les forces perses déferlèrent en une vague massive. Elles comptaient peut-être 40 000 hommes au centre seulement. Ils érigèrent rapidement une barrière de boucliers en osier. Puis, ils commencèrent à déverser des flèches sur les formations spartiates. Des milliers de flèches obscurcirent le le ciel. Les guerriers grecs commencèrent à tomber. Les Spartiates, maîtres de la discipline, unirent leurs boucliers en phalanges. Ils tinrent bon. Cependant, ils ne pouvaient avancer dans cette tempête de projectiles. Ils auraient sans été taillés en pièces. Ils étaient cloués au sol. Ils subissaient des pertes. Ils étaient séparés du reste de l'armée grecque. Si Mardonius pouvait les briser ici, toute l'alliance grecque s'effondrerait. Pausanias faisait face à une situation impossible. Ses hommes mouraient sous la pluie de flèches. S'ils brisaient leur formation pour charger, la cavalerie perse balayerait leurs flancs. Elle les détruirait. Il avait besoin de la faveur divine, du moins c'est ce que croyaient les Spartiates. Selon Hérodote, Pausanias ordonna à ses hommes de faire des sacrifices aux dieux. Ils devaient le faire sous le feu des flèches. Il attendait des présages favorables. Ensuite, il lancerait l'attaque. La cérémonie religieuse sembla durer une éternité. Davantage de Spartiates tombaient chaque minute. Certains historiens modernes suggèrent que c'était un retard calculé. Pausanias attendait que les archers perses épuisent leurs flèches. Il attendait aussi que les Athéniens se rapprochent suffisamment pour le soutenir. Quelle qu'en soit la raison, les Spartiates restèrent là. Ils étaient sous cette pluie mortelle. Leurs boucliers étaient levés. Ils maintenaient leur formation. Pendant ce temps, leur roi priait et sacrifiait. Puis, enfin, les présages furent déclarés favorables. Pausanias donna l'ordre. 12 000 guerriers grecs lourdement armés s'élancèrent. Ce fut la charge d'infanterie la plus dévastatrice du monde antique. La phalange spartiate ne ressemblait à rien de ce que les Perses avaient affronté. Ce n'étaient pas des miliciens agriculteurs avec des lances, c'étaient des guerriers professionnels. Ils s'entraînaient depuis l'âge de 7 ans. C'était exactement pour ce type de combat rapproché. Chaque homme portait un casque de bronze. Une lourde cuirasse de bronze protégeait son torse. Des jambières de bronze protégeaient ses tibias. Il portait un grand bouclier rond appelé oplon sur son bras gauche. Une longue lance de poussée, appelée dory, était dans sa main droite. Il avait aussi une épée courte en réserve. Le plus crucial était leur formation de combat. Le bouclier de chaque homme protégeait l'homme à sa gauche. Cela créait un mur de bronze chevauchant. Il était presque impossible à pénétrer. Lorsque ce mur commença à avancer en courant, ce fut comme une avalanche de bronze. Les Spartiates percutèrent le centre perse avec une violence incroyable. Les boucliers en osier, qui avaient protégé les archers perses, se brisèrent. Ils s'effondrèrent. Les soldats perses étaient légèrement armés par rapport aux Grecs. Ils se retrouvèrent face à des titans blindés. Ces titans pouvaient encaisser plusieurs coups et continuer à se battre. Les lances spartiates de 2,4 mètres avaient une portée supérieure. Elles étaient meilleures que les armes perses. Les Spartiates utilisèrent cette portée brutalement. Ils transperçaient les défenses perses. Les premiers rangs perses s'effondrèrent presque immédiatement. Cependant, les soldats caissés derrière eux combattirent avec un courage désespéré. Cela incluait les immortels d'élite. Hérodote loue spécifiquement la bravoure des Perses. Il note qu'ils saisissaient des lances grecques à main nue. Ils les brisaient. Ils essayaient de tirer les Grecs hors de formation. De petits groupes de Perses encerclaient des Spartiates isolés. Ils les submergeaient par le nombre.
Mais la phalange spartiate était conçue pour ce type de combat acharné et brutal. Lorsqu'un homme tombait, un autre s'avançait. Lorsqu'une lance se brisait, le guerrier sortait son épée. Il continuait à se battre. La formation entière avançait comme une machine. Elle piétinait les morts et les blessés des deux côtés. Au milieu de ce chaos, un événement s'avéra décisif. Mardonius lui-même chargea dans la bataille. Il était à la tête de sa garde perse d'élite. Le commandant perse combattait à cheval. Il dirigeait personnellement ses meilleures troupes. Il essayait de stabiliser sa ligne chancelante. Un Spartiate nommé Arimnestus lança une pierre. Ce nom nous est parvenu à travers l'histoire. La pierre frappa Mardonius à la tête. Elle le tua instantanément. La mort de leur commandant brisa le moral perse. Les soldats, qui s'étaient battus si férocement, réalisèrent soudain que leur cause était perdue. La retraite commença par un filet. Elle devint un torrent. Les Perses rompirent les rangs et coururent bassinant vers leur camp fortifié. Les Spartiates les poursuivirent. Ils tuèrent des milliers d'hommes pendant leur fuite. Pendant que les Spartiates détruisaient le centre perse, l'autre action cruciale de la bataille se déroulait. Elle avait lieu sur l'aile opposée. Les Athéniens, sous Aristide, marchaient pour soutenir les Spartiates. Ils rencontrèrent alors le contingent thébain. Ce contingent combattait pour la Perse. Les Thébains alignaient environ 5000 fantassins lourds. Tous étaient des Grecs, comme les Athéniens. Ils combattirent avec la fureur d'hommes. Ces hommes défendaient leur choix politique de s'allier à la Perse. Contrairement à l'infanterie perse, les Thébains savaient se battre en phalange. Ils faillirent briser la ligne athénienne. Les combats entre les deux forces grecques furent plus sauvages. Ils dépassèrent de camp le combat perse-spartiate. Ils étaient alimentés par la haine. C'était aussi la connaissance qu'il s'agissait d'une guerre civile. C'était une guerre au sein du conflit plus large. Hérodote affirme que les Thébains tuèrent 300 Athéniens. Ils furent ensuite contraints de battre en retraite. Les Thébains se retirèrent en bon ordre vers leur ville. Ils avaient combattu honorablement, même dans une cause perdue. Les Perses étaient mis en déroute. Les Thébains battaient en retraite. Les Grecs convergèrent vers le camp fortifié perse. Ce camp n'était pas un poste avancé mineur. C'était une forteresse massive en bois. Mardonius l'avait construite pour protéger son armée. Elle avait des murs hauts et des portes défendues. Les Perses, qui s'y étaient réfugiés, peut-être 40 000 hommes, se préparèrent à un dernier assaut. Les Spartiates, malgré toutes leurs prouesses en bataille ouverte, n'avaient jamais été habiles en guerre de siège. Ils attaquèrent les murs à plusieurs reprises. Cependant, ils ne purent percer. Ils subirent de lourdes pertes. Les défenseurs faisaient pleuvoir des flèches et des javelots. Ce furent les Athéniens qui finirent par briser l'impasse. Utilisant leur expérience des guerres de siège contre d'autres cités grecques, les Athéniens franchirent le mur. Ils se déversèrent dans le camp. Ce qui suivit fut un massacre. Hérodote fournit un bilan effrayant des pertes. Celles-ci eurent lieu à l'intérieur de ce camp perse. Sur les quelques 40 000 Perses qui s'y étaient réfugiés, car seuls 3 000 survécurent. Les 37 000 hommes restants furent tués. Ce fut lors de combats brutaux au corps à corps. Les Grecs prirent leur revanche. C'était pour l'incendie d'Athènes. C'était pour le massacre aux Thermopyles. C'était pour une décennie d'agression perse. Les pertes grecques, par contraste, furent remarquablement légères. Hérodote affirme que seulement 159 soldats grecs moururent. C'était pendant toute la bataille. Cependant, les historiens modernes jugent ce nombre impossible. Une estimation plus réaliste situe les pertes grecques. Elles étaient peut-être de 1500 à 2000 hommes. C'est un ratio incroyable. C'était face à une force ennemie bien plus importante.
les Grecs capturèrent des richesses inimaginables dans le camp perse. Il y avait des vases d'or et d'argent. Il y avait de fins tapis persanes. Le trésor personnel de Mardonius s'y trouvait. Les concubines et les serviteurs du haut commandement perse étaient aussi présents. Pausanias fit preuve du célèbre mépris spartiate pour le luxe. Il ordonna qu'un banquet soit préparé. Il utilisa les propres chefs et équipements du roi perse. Ensuite, il fit préparer un repas spartiate typique. C'était un bouillon noir, servi à côté. Il invita les commandants grecs à observer les deux repas côte à côte. Il aurait ri. Il aurait dit quelque chose comme « Regardez ces fous qui vivaient ainsi. Ils sont venus nous voler notre pauvreté. » Le contraste entre l'opulence perse et la simplicité spartiate devint légendaire. Mais la victoire de Platée représentait bien plus. Ce n'était pas juste un jour de massacre. Ce n'était pas non plus un trésor capturé. La bataille y anéantit la puissance offensive perse en Grèce. Elle mit fin pour toujours au rêve d'hégémonie de l'Empire en Europe. Les conséquences de Platée se sont fait sentir à travers le monde antique pendant des années. Mardonius étant mort et son armée détruite, les forces perses restantes en Grèce se sont effondrées. La garnison perse de Thèbes est tombée en quelques jours. Les Grecs ont assiégé la ville et ont exigé la reddition des collaborateurs perses. Les chefs thébains qui avaient pris le parti de la Perse furent exécutés. Ce fut un rappel brutal du prix à payer pour avoir choisi le mauvais camp. Plus significativement, les cités-États grecs, enhardis par leur victoire, sont passés à l'offensive. Pendant l'été de 479 avant Jésus-Christ, la flotte grecque a mis le cap sur l'Asie mineure. Elle a détruit les forces navales perses restantes lors de la bataille de Mycale. Cela a libéré les cités grecques ioniennes sous domination perse depuis des générations. Au cours des 3 décennies suivantes, Athènes a dirigé une alliance navale. Cette alliance a chassé complètement l'influence perse de la mer Égée. Athènes est passée d'une ruine brûlée à la puissance dominante du monde grec. L'impact psychologique fut également profond. Avant Platée, la Perse semblait invincible. C'était une force de la nature à laquelle les civilisations ne pouvaient qu'espérer survivre. Après Platée, ce mythe fut brisé. La confiance grecque a grimpé en flèche. Cela a mené directement à l'âge d'or culturel qui nous a donné Périclès, Socrate et le Parthénon. La confiance perse, en revanche, ne s'est jamais complètement rétablie. Xerxès, qui avait vu sa flotte brûler à Salamine, a reçu la nouvelle de l'anéantissement de son meilleur général et de sa meilleure armée. Il s'est replié sur lui-même. Il a passé ses dernières années à des projets de construction et à des intrigues de palais. Il a abandonné les conquêtes étrangères. Ses successeurs ont fait des tentatives occasionnelles pour réaffirmer le pouvoir perse en Grèce. Cela s'est fait principalement par la corruption et la manipulation diplomatique. Cependant, jamais plus des soldats perses ne marcheraient en conquête à travers la Grèce continentale. L'expansion vers l'ouest de l'Empire perse a pris fin sur les champs ensanglantés de Platée. La bataille de Platée a accompli ce qu'aucune négociation diplomatique ou stratégie défensive n'aurait pu réaliser. Elle a assuré l'indépendance de la civilisation grecque. Cela s'est produit au moment précis où cette civilisation s'apprêtait à créer les fondements de la pensée occidentale. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait le monde si Mardonius avait gagné? Si ces 12 000 Spartiates s'étaient brisés sous la tempête de flèches et avaient fui? Athènes serait restée un tas de cendres. Les écoles philosophiques de Platon et d'Aristote n'auraient jamais existé. La démocratie, cette expérience athénienne radicale, aurait été étouffée dans son berceau. Les merveilles architecturales de la Grèce classique auraient disparu. Les œuvres dramatiques de Sophocle et Euripide n'auraient pas vu le jour. Les écrits historiques d'Hérodote et de Thucydide n'auraient jamais été rédigés. Tout cela dépendait de la liberté de la Grèce
face à la domination perse. Des bibliothèques remplies de rouleaux perdus avec le temps n'auraient jamais été écrites. Les temples dédiés à Zeus et Athéna auraient été remplacés par des sanctuaires à Ahura Mazda. La langue grecque elle-même aurait pu s'estomper. Elle aurait été remplacée par l'araméen ou le perse comme langue véhiculaire de la Méditerranée. Au lieu de cela, la civilisation occidentale est née. Un jeune roi spartiate a eu la discipline d'attendre le bon moment. 12 000 guerriers ont eu le courage de charger vers une mort certaine. Les cités-États grecques unies ont trouvé l'unité pour résister au moment crucial. Platée mérite d'être rappelé aux côtés de Marathon et des Thermopyles. Ce n'est pas une note de bas de page, mais la victoire décisive qui a mis fin à l'invasion perse pour toujours. Le mérite de cette victoire revient à plusieurs personnes. Pausanias, malgré sa jeunesse, a fait preuve d'une patience stratégique et d'une intelligence tactique remarquable. Il a choisi le bon terrain et a maintenu son armée unie malgré 8 jours de harcèlement. Quand le moment est venu de frapper, il a frappé avec une force dévastatrice. Aristide et les Athéniens ont montré un courage égal. Ils ont combattu leurs concitoyens grecs lorsque cela était nécessaire. Ils ont fourni l'expertise de siège qui a transformé la victoire en anéantissement. Mais le plus grand mérite revient peut-être aux guerriers spartiates anonymes eux-mêmes. Ces 12 000 hommes ont résisté sous une pluie de flèches, attendant l'ordre de leur roi. Ils ont ensuite chargé une force ennemie bien plus nombreuse. Ils l'ont brisée par leur pure discipline et leur férocité. Leur entraînement, leur culture et tout leur mode de vie les avaient préparés à ce moment précis. Ils n'ont pas failli. Les cités-États grecques, malgré leurs querelles et rivalités incessantes, ont prouvé quelque chose. Face à une menace existentielle, des citoyens libres combattant pour leur foyer pouvaient vaincre des armées professionnelles. Ces dernières luttaient pour la gloire d'un empereur. Cette leçon résonnerait à travers l'histoire. Elle inspirerait des mouvements de résistance et des révolutions démocratiques pour les 2500 années suivantes. Platée fut le jour où le courage, la discipline et l'unité ont vaincu la tyrannie, la richesse et la supériorité numérique. Ce fut le jour où 12 000 hommes ont changé le cours de la civilisation humaine. Nous vous remercions d'avoir suivi cette exploration approfondie de l'une des batailles les plus marquantes de l'histoire. Si ce récit vous a semblé aussi captivant que lors de nos recherches, n'hésitez pas à l'apprécier. Nous espérons atteindre 1000 appréciations dans les 24 heures à venir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous vous réservons encore plus d'histoires militaires incroyables. Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. Quelle bataille devrions-nous couvrir ensuite? Êtes-vous intéressé par davantage de guerres antiques ou devrions-nous passer aux batailles médiévales? Peut-être devrions-nous explorer des conflits moins connus de l'âge de la poudre à canon? Faites-nous part de vos réflexions. Si vous souhaitez vraiment comprendre comment ces batailles antiques ont été menées, consultez notre vidéo sur l'entraînement spartiate. Elle explique précisément comment ces guerriers sont devenus les fantassins les plus redoutés du monde antique. D'ici la prochaine fois, continuez à explorer l'histoire. Rappelez-vous que le cours de la civilisation peut parfois changer en un seul jour. Cela se produit sur un champ de bataille dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.